Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une autre vidéo littérature. Donc aujourd'hui on parle de petits livres à lire. J'ai fait une sélection de 7 livres pour vous aujourd'hui. C'est tous des romans que j'ai lus, bien évidemment il y en a d'autres, mais c'est des propositions. Là-dedans il y a beaucoup de classiques littéraires. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de lire des œuvres littéraires sans nécessairement vous engager dans une lecture exhaustive, ben voilà, c'est par là qu'on commence habituellement, les petits livres. Aussi, c'est un moyen de découvrir des œuvres littéraires quand on a moins le temps. Parce que parfois, des œuvres qui sont plus longues, on perd un peu le fil, on se décourage. Donc j'ai pensé vous faire justement, c'est ça, une vidéo sur des petits livres faciles à lire. Ça peut être lu en une journée, ça peut être lu pendant la semaine. Puis même, les petits livres ont tendance à avoir une écriture assez simple, assez fluide. Parce qu'une écriture peut-être un petit peu plus complexe, ça demande d'étendre l'histoire, si on veut. Alors c'est ça, au moins des livres assez faciles à lire. Donc on va commencer tout de suite avec le premier roman. Donc le premier roman que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est Des souris et des hommes de John Steinbeck. Des souris et des hommes ont été publiés en anglais en 1937. John Steinbeck a gagné le prix Nobel de littérature en 1962. Beaucoup plus tard dans sa carrière, on dit qu'il a gagné par défaut, puis il considérait pas le mériter, mais moi en tout cas je l'adore comme auteur. Il fait partie du mouvement de la génération perdue, un mouvement de la littérature américaine de l'entre-deux-guerres. C'est une génération qu'on dit sociologique. Et puis dans le fond, ce sont des auteurs qui se questionnent énormément après la Première Guerre mondiale et qui ont vécu justement la guerre. John Steinbeck a aussi gagné le prix Pulitzer en 1940. L'écriture de John Steinbeck est assez réaliste. Je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Probablement que certains d'entre vous ont déjà vu le film, parce qu'il y a un film sur ce roman-là. Dans le fond, c'est l'histoire de George et Lenny, qui sont deux meilleurs amis et qui vont travailler en tant que saisonniers dans des ranchs. Donc voilà, ils travaillent comme saisonniers dans des ranchs. John Steinbeck situe souvent ses romans en Californie, puisque c'est un Californien. Et puis, George est un petit monsieur assez rusé, qui est un petit peu plus la tête du duo, si on veut. Et puis Lenny, c'est un grand baraqué, très fort, un peu simple d'esprit, et qui a un amour féroce pour les choses douces. Et puis il ne contrôle pas sa force, et puis il va souvent garder des petites souris dans ses mains, puis il va les tuer parce qu'il est trop fort. Lenny est vraiment adorable, vraiment, mais en même temps il fait un peu pitié, là. On s'attache au personnage. Et puis, cette histoire s'inspire de la tragédie grecque. Donc, le personnage de Lenny va donc devoir faire face à la fatalité, à son destin. Si on veut, on sait un peu comme ce qui va lui arriver, si on veut. C'est un petit roman, il y a seulement 6 chapitres. Il y a beaucoup de dialogues, très peu de descriptions de lieux, de personnages, d'événements. Justement, il a été transformé en pièce de théâtre. La narration est omnisciente. Évidemment, la fin est émouvante. Le roman nous fait vivre des émotions, puis on s'attache au personnage en une très courte période de temps, ce qui est assez rare selon moi. John Steinbeck a aussi écrit Les raisins de la colère et À l'Est d'Éden, que j'ai lu et que j'ai adoré. Donc c'est un auteur à connaître, mais par contre, justement, ces deux autres romans sont beaucoup plus longs. Celui-là est vraiment court, il est simple, il est facile à lire. Puis je pense que c'est une histoire qui toucherait tout le monde, en fait. Donc voilà pour John Steinbeck. Le deuxième roman que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est un roman un petit peu plus philosophique, un peu plus spirituel. Et c'est Siddhartha, Hermann Hesse. Bref. Donc Siddhartha a été publié en allemand en 1922. Cet auteur a reçu le prix Nobel de la littérature en 1946. Un autre roman très connu de lui, c'est le Loup de Steppe, je crois, que j'ai pas lu, mais que j'aimerais bien lire. Donc, comme j'ai dit, Siddhartha est un roman philosophique. La mère de l'auteur est née en Inde
Et puis elle lui a enseigné les philosophies orientales, les croyances orientales. Donc il a voulu explorer ça dans son roman. Donc le personnage a le même nom que Siddhartha Gautama, le Bouddha, le fondateur du bouddhisme. Donc c'est pas par un hasard, là, je veux dire. Il a nommé son personnage Siddhartha pour une raison. Parce que Siddhartha va être à la recherche de l'éveil spirituel, d'atteindre le nirvana, l'éveil, bref, tout cela. Mais contrairement à beaucoup de gens à son époque dans le roman, il ne suivra pas nécessairement les doctrines de qui que ce soit. Il va décider de faire son propre chemin. Et donc on le suit à travers les différentes étapes de sa vie, les différents questionnements et puis finalement son éveil. C'est un voyage spirituel et puis il va apprendre à travers plusieurs acteurs spirituels. Donc c'est comme un mélange de beaucoup de croyances. Il va expérimenter l'amour, la luxure, la pauvreté, la faim, la famille aussi parce qu'il va avoir un fils qui est assez rare selon moi dans ce genre de roman-là. Je considère cette lecture-là comme une genre de méditation sans méditer. C'est relaxant, ça ouvre l'esprit, ça nous fait réfléchir sur le sens de la vie. Mais c'est pas un roman moralisateur, si on veut. Il est très ancré dans le présent, selon moi. Il est pas trop strict dans sa façon de voir les choses. Donc, il se mêle bien à notre vie quotidienne, il se mêle bien à nos valeurs actuelles aussi. Donc, je crois qu'il est intemporel dans un sens, avec des thématiques très universelles. C'est un roman aussi qui est fun d'y retourner éventuellement, de relire certains passages. C'est vraiment un roman qui m'a inspiré énormément. Et la narration est très simple. La narration est omnisciente. Il y a un bon mélange entre description, dialogue. C'est assez bien dosé. Donc, c'est pas du tout indigeste. Le troisième roman que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est L'Attrape-cœur de J.D. Salinger. Roman écrit en anglais tout d'abord et publié en 1951 pour la première fois. Donc, dans le fond, cette histoire-là, on suit le personnage Holden Caulfield, qui est un jeune adolescent, dans le fond, qui vient juste d'être envoyé de son école et qui redoute le moment où il devra apprendre à ses parents son expulsion. Et il va se promener dans la ville de New York en genre d'errance, là. Donc pendant 3 jours, et on le suit avec ses pensées et tout ça. C'est une narration au jeu, donc c'est le jeune homme qui parle dans le roman, qui nous raconte un peu son histoire. C'est un roman très chronologique, on fait juste suivre sa journée, il fait juste dire ce qu'il fait. Mais ça devient une sorte d'autobiographie, si on veut, même s'il ne veut pas vraiment. L'Attrape-cœur est un classique de la littérature américaine. Il est enseigné dans beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités. Mais il a longtemps été sur la liste des livres bannis ou censurés des États-Unis. C'est un roman qui a vraiment pas fait l'unanimité, disons. Il y a des thèmes très sérieux comme la prostitution, la violence, une sexualité un peu malsaine. On l'a rattaché aussi à beaucoup d'actes violents, comme par exemple le meurtrier de John Lennon avait le roman sur lui quand il a procédé à l'acte. Il est souvent mentionné, là, dans le fond, il est souvent lié à certains criminels, donc il n'a pas eu une bonne réputation au départ. Tout de même, ce roman parle du passage de l'adolescent à l'adulte. C'est un genre de Peter Pan, un jeune garçon qui veut pas vraiment vieillir. Il veut pas devenir adulte, il semble pas trop apprécier les adultes en général. C'est aussi la perte de l'innocence, puis la délinquance chez les jeunes. Je dis tout le temps, je m'excuse. Le personnage principal est très confus, on dirait. Il est mélangé dans tout, dans sa sexualité, dans la violence. Il vit un deuil aussi, on comprend au fur et à mesure du roman. Donc voilà, je pense que c'est comme un peu comme sa crise d'adolescence. C'est un roman vraiment spécial à lire, je trouve. La langue est familière, il y a quand même un certain vocabulaire violent dans le roman. Il y a des vulgarités puis tout ça, mais je crois que ça sert le roman parce que c'est le jeune homme qui parle, puis le jeune homme
ben c'est ça, il va pas bien. Dans ce roman, on retrouve la notion de l'anti-héros qui était très populaire à l'époque. Le anti-héros, dans le fond, c'est un personnage avec des qualités qui ne sont pas du tout héroïques. Un héros décevant, un homme sans qualité. Mais c'est justement un style d'écriture très populaire à l'époque. On retrouve aussi des films qui mettent en scène des anti-héros. Donc un genre de personnage qu'on aime ne pas aimer, genre. Mais qui sert à propos parce qu'on n'est pas tous héroïques, là, puis on n'est pas toujours tous héroïques. Dans ce roman-ci, je trouve que la temporalité est assez spéciale parce que c'est rare qu'un roman va juste se situer dans 3 jours, donc c'est très serré comme écriture. Mais j'aime ça, c'est différent, ça fait changement. Puis selon mes lectures suivant la lecture du roman, dans le fond, mes recherches, j'ai su comprendre qu'on critique un peu la traduction française, comme quoi elle serait pas à la hauteur du roman dans sa version originale. Donc si vous parlez bien l'anglais, vous lisez bien l'anglais, peut-être le lire en anglais dès la première lecture. Moi, j'ai l'intention de le lire en anglais, là, je pense, parce que je pense que ça vaut la peine d'y jeter un petit coup d'œil. Et le titre original est The Catcher in the Rye. The Catcher in the Rye. Alors, donc, c'est ma 3e proposition. Donc, ma 4e proposition de lecture, c'est Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Donc, le roman a été publié en anglais. J'ai beaucoup de romans de langue anglaise d'abord. Je m'excuse, pas je m'excuse, mais... roman en anglais, publié en 1925. Fitzgerald est le chef du mouvement de la génération perdue que j'ai parlé quand j'ai présenté John Steinbeck. Donc, c'est un auteur qui écrit sur son époque, qui est les années folles, donc les années 20, la suite de la Première Guerre mondiale. Donc, il dépeint vraiment son univers tel qu'il le perçoit. C'est raconté du point de vue de Nick, qui rend visite à sa cousine et son mari, et qui va faire la rencontre de Jay Gatsby, qui est un homme assez mystérieux, qui semble être un genre de nouveau riche, et qui organise des fêtes complètement exubérantes et flamboyantes dans son manoir juste à côté de chez lui. Et puis lui, il va faire sa connaissance, puis tout ça. Et puis il va comprendre que Gatsby est amoureux de sa cousine depuis de nombreuses années et qu'il désire la conquérir. Je dirais que c'est une écriture assez poétique et assez fluide. C'est l'heureux mélange entre une lecture facile puis une lecture poétique. C'est vraiment comme beau. Les phrases sont juste belles. Il y a des belles phrases qu'on peut comme relire et relire et relire, puis c'est juste beau. Je sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, ça m'en fait pour moi. Donc, le narrateur, comme j'ai dit, c'est Nick Calloway, je crois, le nom. Il me semble que c'est ça. Je mettrai un petit commentaire dans l'image pour me corriger. Mais il me semble que c'est Nick Calloway. Donc, c'est le narrateur, mais il va raconter l'histoire en flashback. Bien évidemment, il y a une force des personnages. Gatsby est un personnage vraiment intéressant. C'est comme un genre de... Je l'appellerais le condamné vertueux. C'est comme... Il y a comme une vertu là, vraiment intense. Là. C'est vraiment un personnage vertueux, voilà. Mais en même temps, il est comme condamné à sa fatalité, là, et justement, la fameuse tragédie grecque qu'on retrouve dans absolument tous les romans de littérature. Donc, il va vivre une fin tragique, malgré tous ses efforts. Ce roman-là me touche particulièrement. On dirait qu'il y a un genre de vernis dans ce roman-là, un vernis sur les choses, pour qu'ils apparaissent comme de belles choses, mais qui sont pas belles en fait. Le vernis pour impressionner, pour cacher, pour les apparences, littéralement. Les années folles, ce sont des années d'abus, d'exubérance. Pourtant, on pourrait en faire un lien assez près de notre société d'actuellement, comme d'actuellement, notre génération actuelle, où justement on met le vernis sur tout, sur les réseaux sociaux, sur nos biens. On veut avoir une certaine image. Et puis, Gatsby est ce personnage qu'on croit
si faux avec son fameux vernis sur lui. Mais en fait, c'est comme si à la fin, on réalise que tout se revire, puis qu'en fait, c'est toutes les autres qui ont du vernis sur eux, puis que lui, en fait, est vertueux. Sans que ce soit mon réalisateur, je trouve qu'il y a une belle morale, il y a un beau message qui est triste, mais qui fait réfléchir. Beaucoup le thème du passé. Puis j'ai aussi lu une certaine analyse du livre sur quoi les différents lieux dans le roman. Il y a comme 4 lieux. La ville, comme le dépotoir, la maison de Gatsby puis la maison de Daisy puis de Tom. C'est comme si c'est genre 4 lieux où l'argent a une influence différente, comme la tradition, le nouvel argent, le manque d'argent ou l'argent facile, le plaisir facile. Il y a un gros lien entre l'argent et les personnages dans ce roman-là. Et je trouve qu'on retrouve ça relativement pas souvent dans les romans. L'argent est comme un sujet tabou. L'argent, mais aussi tout ce qui en découle, ou qu'est-ce qui fait que tu as de l'argent, du pouvoir, du plaisir, etc. Donc, roman très intéressant, un petit peu plus gros que les autres que j'ai présentés, mais la lecture se fait facilement, on s'attache aux personnages, on veut savoir ce qui leur arrive, bref, un de mes préférés. Donc, la 5e œuvre que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui a été écrit en portugais, publié en 1988. C'est un conte philosophique. On dit qu'il a été inspiré par le conte Les Mille et une Nuits. C'est dans le fond l'histoire d'un jeune berger qui s'appelle Santiago. Et puis dans le fond, il cherche un trésor enfoui au pied des pyramides. Donc il va faire un genre de voyage et faire des rencontres entre-temps. C'est un roman simple, c'est un roman imagé, c'est un roman avec des idées philosophiques qui sont quand même assez de surface, j'avouerais. On va pas nécessairement en profondeur dans l'idée, mais c'est quand même un livre qui fait du bien. Ouais, c'est un livre qui fait du bien, qui fait réfléchir, qui se lit bien, qui est rapide, qui parle du sens de la vie. Aussi, quand je mentionne que c'est une lecture facile, je veux juste dire que ce que je veux dire par là, c'est souvent, dans le fond, que c'est une langue qui est familière, mais des fois c'est un petit peu plus soutenu que familier, là, mais c'est pas comme une langue avec des mots qu'on comprend rien. Les phrases sont courtes, moins de figures de style que, par exemple, dans une œuvre avec une langue peut-être un petit peu plus poussée ou soutenue. Le roman est assez controversé, beaucoup de parallèles qui ont été faits avec Le Petit Prince, que j'ai présenté dans ma vidéo de livres préférés, qui est aussi un petit roman, qui est aussi un conte philosophique. Donc il y a des parallèles à faire entre les deux. Selon moi, Le Petit Prince est beaucoup plus profond, mieux exprimé, un peu moins du pré-mâché, là, si on veut. Donc si vous avez à faire un choix entre les deux, moi je lirais Le Petit Prince. Mais quand même, je crois que c'est quand même un bon début de lire L'Alchimiste. Quand on veut lire un roman, donc une fiction, avec un certain propos philosophique. Et peut-être un petit peu moins artistique aussi que Le Petit Prince, j'ai l'impression. Le Petit Prince, il y a des aquarelles, beaucoup d'images, bref, de métaphores. Je crois que L'Alchimiste, ça dépend des goûts. Ça dépend aussi de où on est rendu, autant dans notre processus de lecture que notre processus d'évolution. Mais je crois que c'est un bon début. Puis c'est ça, c'est un livre qui fait du bien, qu'on comprend facilement. C'est pas... il y a pas 130 niveaux, là, je veux dire. Il est pas mal dans ta face, là. Fait que c'est un livre que je recommanderais pour les gens qui commencent à lire. Voilà. Donc, 6e roman, avant-dernier roman, que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Roman écrit en anglais et publié pour la première fois en 1865, donc c'est un roman qui date, oui. Je vous le propose parce que je pense qu'il y a un certain intérêt à revisiter les contes qu'on connaît, qui sont un petit peu plus commercialisés, d'aller chercher dans le fond l'inspiration, l'œuvre originale, comme que les contes des frères Grimm ou de Andersen sont comme revenus un peu à la mode.
Carol a écrit ce roman-là 2 fois. Et la deuxième fois était beaucoup plus adaptée pour les jeunes enfants. Parce que la première version était pas mal sérieuse, supposément. Donc, c'est l'histoire d'Alice, qui est une jeune fille assez pensive, assez attentive aussi quand même, imaginative, et qui s'ennuie un peu. Va voir apparaître un lapin pressé qui va rentrer dans son terrier, puis elle va décider de le suivre. Et elle va entrer dans le monde dans le pays des merveilles. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer tout ça. Mais bref, elle va faire beaucoup de rencontres assez mystérieuses. Ce qui caractérise le pays des merveilles, c'est à quel point il est illogique comme monde. Il n'y a rien qui fait du sens, il n'y a aucune idée qui se tient. Même quand tu essaies de faire comme des métaphores ou des trucs comme ça, plus ou moins valable, et c'est ce qui était voulu. Donc c'est pas un conte métaphorique, je crois, c'est juste absurde. Justement, dans ce roman-là, se côtoient l'absurdité et la folie, qui est comme une mince... il y a une ligne très mince entre les deux, selon moi. Et c'est avec ça que joue Carol. Carol est un personnage assez particulier, un jeune mathématicien qui a bégayé tout au long de sa vie. Et donc voilà, ça l'a tourmenté toute sa vie. Dans ce roman, ce que j'aime, c'est qu'on redéfinit absolument toutes les formes. Donc le temps, avec le lapin, le chancelier qui dit toujours que c'est l'heure du thé. Donc le temps est complètement inexistant dans le pays des merveilles, c'est complètement illogique. L'espace aussi, les choses apparaissent, le chat là, avec les directions et tout ça. C'était très clair. Ben, l'espace, c'est aussi le fait qu'Alice se rapetisse, se grandit, bref, elle s'allonge, elle se rétrécit allègrement. Il y a aussi justement une certaine métaphore avec le concept de l'enfant qui grandit, qui veut pas grandir, qui va devoir devenir un adulte. Il y a beaucoup de jeux de mots, on joue avec la langue, il n'y a pas vraiment de forme. Mais tout de même, je trouve que le langage est quand même soutenu, c'est pas familier d'une certaine manière. Le roman est controversé, il fait pas l'unanimité, il y a des gens qui n'aiment pas du tout Alice au Pays des Merveilles. Je dis Alice au Pays des Merveilles parce que le nom a été raccourci là, éventuellement. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le roman. Ils le trouvent un peu lent, un peu ennuyant. C'est pas mon avis. J'ai un petit plaisir à le lire, je m'amuse bien en le lisant. Ça va pas nécessairement plus loin que ça. J'aime beaucoup le fait que... j'aime à quel point c'est illogique. C'est comme si ça t'oblige à repenser différemment. Et puis, il y a seulement 2 personnages qui sont humains dans le Pays des Merveilles, c'est la reine et le chancelier. Et ces 2 personnages ont des comportements complètement incompréhensibles. Donc, ça pourrait faire référence au fait que les comportements des adultes sont complètement incompréhensibles pour les enfants. Les enfants ne comprennent pas nécessairement les actions des adultes. Les animaux ont des caractéristiques humaines. Donc, c'est un roman plaisant, on peut comme justement redécouvrir un classique, retomber un peu en enfance. Le voir d'un regard différent. Donc, j'aime beaucoup les romans qui mettent en scène les enfants. J'aime la thématique de l'enfance énormément. Ça me parle beaucoup, donc voilà. Et puis finalement, le dernier roman que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Écrit d'abord en anglais et publié en 1945. Dans le fond, c'est l'histoire d'animaux de la ferme qui décident de se révolter contre les humains. Et là, les cochons, qui sont les êtres de révolte, vont établir certaines règles et embarquer tous les autres animaux de la ferme dans cette rébellion. Et puis tout va tourner au vinaigre. Tout va mal tourner, dans le fond. La ferme des animaux est une satire de la révolution russe, du régime soviétique. Donc c'est un roman qui est allégorique. Donc dans le fond, c'est plein de métaphores. On peut retrouver des personnages ou des types de personnes dans le roman. Mais ça parle aussi de la politique. Puis c'est quelque chose qu'on parle pas nécessairement beaucoup dans les romans ou qui c'est souvent comme associé à des œuvres littéraires plus exhaustives. C'est une manière d'amener un sujet, d'en rire,
de l'illustrer facilement aussi, accessible, que ce soit accessible à tout le monde. L'écriture justement est très simple, des phrases courtes, un peu de dialogue, un peu de description. L'action se passe vite, c'est vraiment très court. Moi j'ai eu en une journée. C'est sous les allures d'un conte, mais ce n'est pas du tout un conte. Même il y a des dessins animés de la part des animaux que j'ai déjà vu quand j'étais petite, puis je me souviens comme que j'étais un peu traumatisée. Et puis quand j'ai fait mes recherches par rapport à ce roman-là, j'ai lu quelque chose comme quoi George Orwell disait, parce que George Orwell a écrit 1984, qui est aussi un grand roman dystopique de renom, là, si c'est pas le roman dystopique. Puis il disait, attention, tu sais, je suis pas quelqu'un qui prône le statu quo, c'est juste que je trouve que dans le fond, il critique les révolutions trop rapides quand le peuple comprend pas nécessairement ce qui se passe, qui n'est pas informé. Puis je pense que c'est un peu ça qui était son propos, c'est qu'il faisait comme un cri d'alerte sur le processus des révolutions, à quel point c'est trop vite, et on perd le contrôle, puis ça devient dangereux. Donc c'est un petit roman, mais qui a une grande valeur intellectuelle, qui a un grand propos, puis on s'amuse en le lisant, c'est drôle, c'est humoristique, c'est plein d'esprit, vraiment, comme roman, donc je le conseille à tout le monde, même ceux qui n'aiment pas la politique. C'est juste vraiment hot. Donc ça fait le tour des 7 petits livres que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour une lecture d'une journée ou de plusieurs journées, mais pour continuer à se cultiver et à s'amuser en lisant. Donc je vous invite à aimer ma vidéo si vous avez aimé, à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour avoir les notifications quand mes vidéos se publient. Merci beaucoup de m'encourager, c'est vraiment gentil. J'ai eu une belle réponse de mes premières vidéos que j'ai postées il n'y a pas si longtemps, donc ça me motive à continuer. Donc je voudrais vraiment vous remercier. Et puis on va se revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc merci beaucoup, puis on se dit à la prochaine.